Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 septembre 2024 et je sais que vous êtes toujours fidèles à notre rendez-vous. Et j'ose espérer qu'aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va beaucoup vous intéresser, comme les autres d'ailleurs. Mais pour cela, je commencerai par essayer d'évoquer quelques aspects de l'actualité nationale que nous avons vécue et qui peuvent vous intéresser. Le premier aspect que nous allons évoquer, c'est un peu le rappel de cette journée du 21 juin 2024. Si vous vous rappelez, c'est lors d'une séance de questions orales au gouvernement qui s'est passée au niveau du Sénat. Et on avait posé une question au Premier ministre sur les grèves qui s'annonçaient ici et là, sur les difficultés financières, sur le fait que dans beaucoup de structures, il y avait soit des arriérés, soit le non-paiement des salaires, etc. Et il avait dit qu'il y avait une situation difficile. Et par la suite, on a vu qu'il y a une note qui a été prise mettant en place une commission ad hoc qui est dirigée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouillard pour renflouer les caisses de l'État. Il est bon maintenant d'essayer de s'interroger s'il y a effectivement ce renflouement s'effectue réellement ou quoi. Mais enfin, je crois qu'on va essayer d'y revenir dans le corps de notre émission. Le deuxième aspect que nous voulons évoquer, nous l'avons évoqué déjà à plusieurs reprises, c'est ces aspects liés à deux notes qui ont été prises par le directeur général de la sécurité présidentielle, qui nous posent des problèmes et des questions en ce qui concerne la situation de sécurité et de paix si les réponses ne sont pas apportées. Évidemment, il avait signé une note créant au sein de la direction générale de la sécurité présidentielle une direction des forces spéciales et par une autre note, il avait nommé le responsable, le directeur de cette structure. Et nous avons essayé de nous informer, nous avons mené un certain nombre de recherches et nous avons réalisé qu'il y avait le texte qui organisait, le texte 2925 du 23 avril 2009, qui portait attribution et organisation et fonctionnement de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Et nous y avons relevé que c'est un décret qui a été pris, donc parallélisme de forme, on ne peut pas, en dehors d'un autre décret, créé par une note de service du directeur général, d'autant que dans les attributions qui apparaissent sur cette note du directeur général de la sécurité présidentielle, cette disposition ou ce genre de dispositions ne sont pas prévues. Et je crois que c'est une situation tout à fait particulière. Ensuite, quand nous avons continué d'examiner ces textes, nous avons découvert l'article 23 de ce décret qui stipule clairement que les directeurs centraux sont nommés par décret présidentiel sur proposition du chef de la maison militaire. Et je crois que là aussi, la procédure n'a pas été suivie. Et nous revenons parce que ça nous pose des questions, des questionnements sur les questions de paix et de sécurité. Et les Congolais souhaitent en avoir de la lumière parce que il faut que nous soyons informés à temps, sauf si, évidemment, ça peut être considéré comme secret ou top secret ou sécurité, secret, sécurité, etc. Mais nous souhaitons quand même la lumière là-dessus. Ensuite, nous avons vécu ce qu'on a appelé, mais avant de parler de la quinzaine, la deuxième quinzaine du gouvernement, nous avons vu cette note, cette lettre, cette correspondance du directeur général du Trésor qui a été envoyée au ministre de l'Économie et des Finances sur la situation des défauts de paiement, etc. Ça a ébranlé un peu les gens parce que ça coïncidait avec la fin du mois. Ça semblait causer le retard au paiement des salaires et ça créait beaucoup d'émoi. Mais enfin, nous ne sommes pas surpris par ça parce que nous l'avons dit et nous le redisons aujourd'hui. Le pays va mal, très mal. Il traverse depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle avec un volet économique et financier tout à fait important, avec un volet social extrêmement préoccupant. Et nous ne sommes pas surpris de la situation. Euh, je crois qu'il faut que les Congolais s'en rendent compte. Et surtout que chaque fois que nous avons essayé de proposer des mesures, elles n'ont jamais été prises en compte. Mais là, on se rend compte vraiment qu'il y a péril en la demeure. Et enfin, sur ce volet,
je vais terminer par la quinzaine du gouvernement qui a été réalisée par le ministre de la Communication. Et là aussi, nous tenons à tirer, à relever un certain nombre de faits. Je souhaite que sur un certain nombre de faits, que le gouvernement ne reste pas silencieux. Parmi ces faits, je relève déjà la situation au niveau de la Direction générale de la sécurité présidentielle, pour laquelle nous pensions que le Premier ministre aurait dû prendre ou devrait prendre les dispositions pour annuler cette note parce qu'elle n'est pas faite conformément à la loi. Et ensuite, nous pensions, connaissant le ministre de la Communication, qu'il allait briser le silence sur les déclarations qui ont été faites par Laurent Sokoko, ce citoyen angolais, qui a tenu à révéler qu'il y avait un complot pour renverser le régime du président Denis Sassou Nguesso, orchestré, semble-t-il, par son fils. Et les choses ont été tellement claires, nous avons épilogué là-dessus, et nous sommes surpris que c'est le silence complet à tous les niveaux, les institutions, la présidence, la force publique, personne n'en parle, alors que nous avons, comme nous l'avons dit et nous le répéterons, il y a des cas de jurisprudence, comme le cas de Jean-Marie Michel Moukoko, comme le cas d'Aimé Idever-Moigné, certainement d'autres sur lesquels nous reviendrons. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de réagir. En fait, on aurait pu intituler le titre de notre émission « Réaction à la grande interview qui a été accordée par le chef de l'État à Jeune Afrique et qui est paru pour le mois de septembre. Il y a un certain nombre d'aspects tellement importants qui y ont été abordés. Nous ne les toucherons peut-être pas tous, mais nous avons pris là-dedans ce que nous pensons être l'essentiel et nous allons essayer d'y revenir. Donc, le premier aspect que nous avons retenu, s'agissant de cette question, c'est l'excellence des relations entre le Congo et, d'une part, la République démocratique du Congo et, d'autre part, le Rwanda. Surtout au vu du contexte que nous connaissons et au vu des positions politiques que nous prenons à l'intérieur du pays, parce que nous avons et nous sommes souvent préoccupés par la situation qui se déroule en République démocratique du Congo, surtout à l'est de ce pays. Mais nous avons lu dans l'interview que le Congo entretenait d'excellentes relations, tant avec la RDC qu'avec le Rwanda. Et nous autres, nous pouvons nous poser les questions, parce que par rapport au débat en cours, nous avons un certain nombre de préoccupations que nous voulons, sur lesquelles nous voulons avoir une meilleure compréhension. Parce que nous nous estimons que par rapport à la situation, nous avons posé des questions au gouvernement qui n'a pas jugé bon ou qui n'y a pas répondu. L'une des questions fondamentales que nous avons posées au gouvernement en relation avec cette situation, c'est de dire sur la base de quels critères et de quelles études les sites où les Rwandais devaient être installés ont été choisis de façon spécifique, rien que dans la partie sud de notre pays, qui ne couvre que 106 000 km² sur les 342 000 km² que dispose notre pays. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions parce que les zones intéressées sont les zones à très forte densité humaine. Et je rappellerai toujours que la Bwenza a une densité humaine de près de 30 habitants au kilomètre carré. Le Poul et le Niari ont une densité qui varie entre 11 et 13 habitants au kilomètre carré. Mais en plus, ces zones sont très proches, sont des zones frontalières à la fois de la République démocratique du Congo et de la République de l'Angola. Et ça nous pose des problèmes géopolitiques et géostratégiques, d'autant que la République démocratique du Congo est en conflit armé avec le M23 et le Rwanda. Et à notre avis, cette situation devrait être extrêmement préoccupante. Et il faut que l'on ait un regard tout à fait particulier là-dessus. Le deuxième aspect que nous évoquons, s'agissant toujours de l'excellence des rapports avec la République démocratique du Congo, c'est que nous pensons que plutôt la société Cristal 28, qui appartient en fait à la nomenclatura militaire rwandaise,
ne peut pas être installé à Maluku, à la frontière, à notre frontière avec la RDC, au regard de cette situation géostratégique et géopolitique. Et si c'était le cas, ça apparaît comme si le Congo prenait parti pour le Rwanda dans ce conflit qui oppose la RDC au Rwanda. Et pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que nous soutenons l'idée que nos terres ne devraient pas servir à procurer des moyens financiers au Rwanda qui lui permettraient de continuer à entretenir la guerre et de continuer à perpétrer des massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs aspects sur lesquels nous aurions pu revenir. Et quand on parle de l'excellence des relations, notamment ici au niveau du Congo-Brazzaville, nous sommes préoccupés parce que nous nous demandons si cette appréciation est la même que celle qu'ont les gouvernants de la République démocratique du Congo. Nous n'en sommes pas si sûrs. Pourquoi? Mais parce que lorsqu'il y a eu le sommet des trois bassins, les Congolais ont été très préoccupés par la déclaration qui a été faite par le président Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il disait que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux, et nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos. Et il avait ajouté, face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, je ne suis pas tenté de construire des ponts entre nous, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Cela veut dire en termes clairs que l'appréciation qui est la nôtre sur l'excellence des relations entre nous et la République démocratique du Congo ne semble pas être la même. Évidemment, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut que nous œuvrons pour améliorer cette situation. Et dans le cas de l'amélioration, nous pensons que nous ne devrions pas prendre parti pour le Rwanda, surtout que pendant que ce conflit est en train de se dérouler, nous avons signé un accord militaire avec le Rwanda, dans lequel nous faisons même apparaître un aspect suffisamment important comme celui du partage des informations. Donc, voilà le premier volet. Le deuxième volet, tel que la question a été posée par le journal Jeune Afrique, il s'agissait de parler de renversements politiques qui se sont produits dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous suivons ce débat depuis. Mais nous n'avons pas souhaité aborder le problème sous cet angle. Nous avons souhaité aborder le problème pour que nous essayions d'y intégrer notre pays en termes de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et à ce propos, il faut que nous nous rappelons que notre pays a vécu une situation tout à fait particulière en 2015. Nous y avons eu même beaucoup de victimes. Beaucoup de nos jeunes sont morts à cette occasion et nous tenons à leur rendre hommage. Mais nous tenons à rappeler que le débat qui a eu lieu en 2015 a permis de constater, et nous avons été confortés aujourd'hui pour dire que le changement de constitution qui s'est opéré dans notre pays en 2015 est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et il s'est opéré en violation flagrante de l'article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002, pour lequel le nombre de mandats au niveau du président de la République ne devait en aucun cas faire l'objet d'une quelconque révision. Ensuite, nous avons un autre aspect, c'est que nous n'avons pas respecté l'acte constitutif de l'Union africaine qui condamne, au niveau des principes, je crois que c'est dans l'article 4, qui condamne dans les principes et rejette les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et pour finir sur cette rubrique, surtout avec l'Union africaine, nous tenons à rappeler au niveau de la charte africaine des élections, de la démocratie des élections, de la gouvernance, il est clairement dit que tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques tendant à porter atteinte à l'alternance démocratique
est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et nous devons considérer ce qui s'est passé chez nous en 2015 comme un frein, un obstacle à l'alternance démocratique, alors que l'alternance démocratique est quelque chose d'extrêmement important au niveau de la démocratie et qu'on ne devrait pas y passer pieds joints. Mais par rapport à ça, nous tenons à rappeler, et les Congolais doivent le savoir, que dans le livre Parler vrai pour l'Afrique, lorsque le président Denis Sassou Nguesso avait abordé cette question, mais là-dedans, il avait dit clairement que la Constitution ne prévoyait que 2 mandats pour le président de la République et limitait à l'époque l'âge à 70 ans. Donc, au moment où nous changions nous avions procédé au changement de constitution, nous n'avons pas respecté toutes ces dispositions parce que lorsque le journaliste, tel que c'est repris dans ses livres, il a posé la question, si on comprend bien, si vous êtes réélu en 2009, ça sera votre dernier mandat. Il dit bien, c'est ce que la Constitution stipule, parce que le président de la République ne peut exercer plus de 2 mandats. Mais nous avons découvert par la suite, dans le livre de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de France, nous avons découvert dans ce livre, il a révélé que dans le cadre de la démarche justement pour le changement de constitution, le président Denis Sassou Nguesso lui avait envoyé un émissaire pour voir avec lui comment on pouvait modifier la constitution pour lui permettre de conserver le pouvoir. Et après avoir consulté notre constitution, Jean-Louis Debré a été clair et c'était net. Ce n'est pas possible si on veut respecter la loi. Ça veut dire que si on le fait, et comme ça a été fait, nous n'avons pas respecté la loi. Mais pour faire le lien avec ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans le cas très clair de la Guinée-Conakry, où nous avons connu le président Alpha Condé, qui lui aussi avait procédé à un changement de constitution pour un 3e mandat, mais qui a été renversé par le président de la transition actuelle, Mamadi Doumbouya. Mais le président Doumbouya était clair lors de la tenue de la 78e Assemblée des Nations Unies, lorsqu'il a dit le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour déposer un pouvoir, que les putschistes, les vrais putschistes les plus nombreux, sont ceux qui tripatouillent les constitutions pour demeurer éternellement au pouvoir. Et ça nous interpelle, surtout au moment où le président de la République dit et annonce dans cette interview qu'il va rendre compte le moment venu, il faut que nous attirons son attention pour dire que cet aspect, non seulement de respect de la Constitution, mais également de changement de Constitution, parce que chaque fois qu'il y a changement de Constitution, dans les autres pays, on parle de retour à l'ordre constitutionnel et on pense même que les responsables de ces changements de Constitution ne devraient pas se présenter aux élections qui arrivent après. Donc, c'est un aspect suffisamment important qui interpelle à la fois et les gouvernants congolais et les acteurs politiques. Et je crois qu'il faut que nous regardions cet aspect. Maintenant, l'autre aspect qui a attiré notre attention, c'est le 3e, je crois, qui a attiré notre attention dans cette interview, c'est la misère et la souffrance du peuple congolais que le président a évoqué, que moi je considère un peu légèrement, à travers les questions qui lui ont été posées sur les retards de salaire, à travers les retards de paiement des pensions, des bourses des étudiants et autres, pour dire qu'il y a un véritable problème et il faut que nous l'intériorisons. Les Congolais souffrent, les Congolais sont dans la misère et pourtant le pays est extrêmement riche. Et j'enclenche déjà quand on a parlé de l'électricité et de l'eau. Dans tous les cas, le journaliste qui a posé la question a parlé d'un déficit de gouvernance. Il faut reconnaître qu'il y a un déficit de gouvernance et que de façon générale, il y a une mauvaise gouvernance qui n'a pas permis. Mais moi, j'ai été surpris par la réponse du président lorsqu'il dit qu'en Afrique, 600 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité. Ce n'est pas une justification acceptable pour nous. Le Congo est un pays riche. Nous avons suffisamment de moyens et nous avons engrangé beaucoup d'argent ces derniers temps. Nous aurons pu, et on ne peut pas, l'eau c'est la vie, on ne peut pas faire en sorte que les Congolais ne disposent pas d'eau. L'électricité, c'est un facteur de production suffisamment important pour impulser le développement. Donc, de ce point de vue, il faut reconnaître que
40 ans après le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas, il faut reconnaître, déjà, mais il faut reconnaître que c'est un problème qu'il faut mettre à l'actif de son bilan. Et ces choses-là sont extrêmement claires. Mais on aurait pu ajouter d'autres choses à ce bilan. On peut penser à l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Nous en sommes où? On peut parler de la santé, on peut parler de l'éducation, donc on peut évoquer d'autres choses, y compris des slogans du genre quand on serre la ceinture ici, il ne faut pas qu'il y ait gaspillage là. Mais c'est bien la situation présente. Et lorsqu'on parle des retards de paiement des salaires, etc., il faut reconnaître que la situation est extrêmement préoccupante. Je peux prendre l'exemple des mairies de Pointe-Noire, certainement de Brazzaville. Je peux prendre l'exemple de la mairie de Ouesso, où j'ai découvert à travers les réseaux sociaux qu'il y avait 100 mois, 120 mois d'arriérés de paiement des salaires, c'est-à-dire 10 ans. C'est inacceptable, on ne devrait pas tolérer ce genre de situations, même du point de vue de la solidarité et des autres aspects. Ce sont des situations véritablement inacceptables. Maintenant, ce qui est préoccupant là-dedans, c'est qu'il faut trouver les solutions pour résoudre fondamentalement ces problèmes. Le président de la République évoque le fait du FMI, mais nous nous rendons compte que le gouvernement a des difficultés avec le FMI, au-delà de l'apparence qui apparaît comme quoi il y a 5 revues qui ont été faites et qui ont été toutes positives. Mais comment expliquer que malgré la positivité de ces revues, que nous nous enfonçons davantage dans la souffrance et dans la misère? Il faut se poser la question, est-ce que le Fonds monétaire est véritablement la voie appropriée pour nous sortir, nous, de la crise multidimensionnelle que notre pays connaît? Et à ce propos, je dis, c'est bien de dire qu'on fait des réformes, mais pourquoi on a des difficultés à entreprendre une réforme comme celle qui concerne la lutte contre la corruption, qui aurait pu permettre la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public pour améliorer les conditions de vie des Congolais? Regardez, on est vraiment admiratif de ce qui se passe au Gabon, où nous avons appris ces jours-ci que le Gabon a pu récupérer 100 milliards de francs CFA à travers ces mécanismes de lutte contre la corruption. Et au Congo, qu'est-ce qu'il y a? Les dossiers sont nombreux, ils sont connus, mais nous les répéterons à chaque fois que nous aurons l'occasion. Nous avons le dossier des 14 000 milliards sur lequel on parle, on ne fait que parler de ça. Nous avons le dossier des 160 milliards détournés, soi-disant, au niveau du ministère de la Santé entre 2020 et 2022. Nous avons les malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Nous avons le dossier FIGA. Nous avons les fonds qui ont été débloqués pour une route imaginaire de 137 km. Donc, ce n'est pas abstrait ce que l'on dit. Je sais qu'assez souvent, on fait passer une vidéo du Premier ministre qui parle du fonds. Ce n'est pas au niveau du fonctionnaire. Et je rappelle qu'à ce niveau, je soutiens ce que le Premier ministre de Singapour avait dit, à savoir, si on veut s'attaquer à la corruption, il faut s'attaquer aux gros. Et les gros, nous les avons. Par exemple, ici, personnalités qui détiendraient pratiquement 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Et quand on essaie de d'éplucher le dossier et de regarder détail par détail, on découvre qu'il y en a qui ont dans les paradis fiscaux 2000 milliards qu'il y a. Mais ça amène à se poser des questions. Et les Congolais essaient d'apporter la réponse. La question fondamentale, où va l'argent du Congo? Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent des mines? Où va l'argent du bois? Nous sommes suffisamment riches. Et malgré ça, nous avons atteint un niveau de dette qui est extrêmement préoccupant. Notre dette, on l'a dit et redit assez souvent, est extrêmement préoccupante. 8 497 milliards au 31 décembre 2023. Mais le constat que nous faisons, c'est que pendant que rien ne bouge au niveau de la corruption, mais nous constatons que les gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Ils ne sont nullement inquiétés, ils se promènent, ils travaillent, ils sont dans leurs fonctions, même les membres du gouvernement. Assez souvent, on dit que nous avons comme de l'imagination et que non, nous ne misons pas des gens. C'est sur des dossiers que nous venons de citer, qui sont des dossiers concrets que l'on devrait essayer de suivre et de bien suivre dans l'intérêt général, pas dans l'intérêt de quelques particuliers ou de quelques privilégiés qui pensent qu'ils occupent une position
pour faire souffrir les Congolais et vivre dans l'opulence. C'est véritablement inacceptable. Maintenant, le quatrième point, je ne vais pas être long là-dessus puisque beaucoup de choses ont été dites, c'est la jeunesse. Il a reparlé de l'année de la jeunesse, mais Thierry Mungala, lors de la première quinzaine, a introduit la confusion. D'ailleurs, les jeunes se sont rendus compte que finalement, la promesse de recruter 100 000 jeunes en 2024, dont 10 000 dans la fonction publique et le reste, mais c'est une fausse promesse, elle ne se réalisera pas. Et c'est pour ça, même si Thierry Mungala fait référence, soi-disant, au communiqué ou au compte rendu du Conseil des ministres du 7 juin, la promesse que le gouvernement avait faite après que le président ait déclaré cette année, année de la jeunesse, c'était qu'il y aurait la création de 100 000 emplois, 10 000 dans la fonction publique et 90 000 dans la... Mais aujourd'hui, c'est qu'il faut retenir. Avec les phénomènes que nous vivons, comme la sécurité, etc., et quand j'évoque ce problème, c'est vraiment avec beaucoup de mal au cœur, parce que quand je vois, on n'a pas de prison, les jeunes qui sont pris, on n'a pas de place pour les interner, on les envoie dans les commissariats, à la gendarmerie, et là-bas non plus, il n'y a pas de place, on n'arrive pas à les nourrir, etc. Je me dis qu'il y a un problème extrêmement préoccupant. Il faut que tous ces problèmes soient pris en ligne de compte. Parce que moi, je suis de ceux qui n'étaient pas favorables à ce que l'année 2024 soit déclarée année de l'âge. Pourquoi? Mais parce qu'on vient de faire un recensement. Et le recensement a fait ressortir que près de 76% de notre population est jeune. Donc, chaque fois que nous travaillons correctement pour le Congo, nous travaillons pour la jeunesse. Et nous avons intérêt à ce que cela puisse continuer. Donc, là aussi, tout ce qui se dit, ça reste encore du domaine des slogans, alors que les problèmes des jeunes sont préoccupants. Bientôt, il y a la rentrée. J'ose espérer qu'on va s'occuper, et on peut au moins, même si les emplois doivent attendre 3 ans, on peut au moins s'occuper du paiement des bourses. Parce que comment expliquer aux Congolais que pendant qu'on crie qu'on n'a pas d'argent, on ne veut pas faire la réduction du train de vie de l'État? On crée des nouvelles structures, donc des nouvelles charges, et dans le même temps, on ne veut pas prendre en charge un certain nombre de préoccupations liées à la jeunesse qui reste tout de même notre avenir et à laquelle nous devons accorder une attention toute particulière. Donc voilà sur le problème de la jeunesse. Maintenant, le point suivant, je crois que c'est le 5e sur lequel, c'est le problème des terres. Et moi, j'ai été très préoccupé puisque je suis dans le combat pour lequel nous tenons à préciser notre position, qui n'est pas seulement que la position comme on veut le faire croire des opposants, et on veut dire qu'ils ont pris l'argent en RDC. Nous n'avons pas besoin de prendre l'argent pour défendre nos idées. La position que nous défendons, c'est non à la cession des terres, non à la vente des terres, non à la cession des terres, sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et nous avons découvert là-dedans que le président a parlé d'une manipulation politicienne. Non, il ne s'agit pas d'une manipulation politicienne. Notre démarche et notre position est basée sur une argumentation solide, face à laquelle les communicateurs du gouvernement n'ont pas été capables d'apporter des solutions. Le premier problème qui s'est posé, il est connu. Qui ment entre le Congo et le Rwanda? Parce qu'au Congo, on dit que les terres n'ont jamais été ni vendues ni cédées. Au Rwanda, l'ambassadeur rwandais est venu voir le ministre Madiala pour demander des titres fonciers pour des terres que le Congo a données au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. Ce n'est pas les opposants qui ont fait sortir ça. Ce n'est pas un montage fait. C'est au sortir du bureau du ministre Pierre Madiala que l'ambassadeur rwandais a fait cette déclaration. Je crois que les choses sont claires. Ensuite, le 30 mars 2024, c'est sur la chaîne rwandaise que les Congolais sont choqués, ils sont stupéfaits. Ils découvrent une déclaration selon laquelle il y a une mission des hommes d'affaires, sinon du monde privé rwandais, qui s'est déroulée du 4 au 8 mars 2024. Et ils ont découvert au Congo 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km². Et ces 2 sites appartiennent désormais au Rwanda, c'est-à-dire
la constitution de 2 enclaves rwandaises. Et moi, je suis surpris quand le président parle de manipulation, il n'aborde pas du tout ces problèmes. Parce qu'au niveau des gouvernants, il n'y a jamais eu de démenti, tant de la déclaration de l'ambassadeur que de la déclaration ou des déclarations qui sont passées sur la chaîne rwandaise. Mais c'est extrêmement grave. Donc, au Congo, on dit qu'il n'y a pas eu ni vente ni cession. Et au Rwanda, ils se considèrent propriétaires. Où sommes-nous? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et quand nous continuons, nous avons beaucoup de questions sur lesquelles le gouvernement congolais n'a pas été en mesure d'apporter les réponses. D'ailleurs, le Premier ministre Colonel Makosso lui-même s'est rendu compte que sa communication n'a pas été convaincante et que nous en profitons. Mais nous disons, à la suite de ce que le président a dit, puisque le président a dit que nous qui prenons cette position, nous sommes rwandophobes. Non, rwandophobes, non, nous ne le sommes pas. Qu'est-ce que les Congolais ont fait en 1994 lorsqu'il y a eu le génocide et que les Rwandais sont venus? Mais ils ont été accueillis à bras ouverts. Ils étaient plus de 10 000. En 2017, quand ils ont perdu le statut de réfugiés et que leurs gouvernants sont venus pour mener les démarches qui les repartent, il y a plus de 8 000 qui ont refusé de repartir au Rwanda, mais on ne les a pas chassés. Ils sont ici, ils mènent des activités, ils font des démarches. Beaucoup ont même choisi de prendre la nationalité congolaise. Ça n'a jamais posé un problème. Là où il y a problème, c'est la nouvelle version qui en réalité est une vision, qui a un agenda caché. Et je dis qu'il y a un agenda caché, pourquoi? J'évoquerai 2 aspects. Le premier aspect, qui est clair, sur lequel le gouvernement est silencieux, mais c'est la déclaration de Laurent Sokoko, qui est un citoyen angolais, mais qui a déclaré clairement qu'il avait accompagné Denis Christel Sassou Nguesso pour une audience auprès du président Dos Santos, et que celui-ci a déclaré au président Dos Santos, 1, que son père ne travaillait pas bien, 2, que les Congolais n'aimaient pas, 3, qu'il ne fallait pas se contenter de l'image qu'il donne à l'extérieur. C'est une image faite pour l'extérieur qui est en contradiction flagrante avec ce que l'on vit à l'intérieur. 4, il est venu solliciter l'aide du président Dos Santos pour renverser son père et assurer la conservation du pouvoir. Ce n'est pas les opposants qui l'ont dit ça. Et moi, je suis surpris qu'au moment où le président de la République aborde ce problème, après que dans notre déclaration du 28 juin, nous ayons souhaité exhorter le président de la République à tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite sur cette affaire qui est floue, qui est grave. Mais le président n'aborde pas ce problème. Et nous constatons qu'il y a un silence total au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, au niveau de la force publique. Et nous sommes d'autant plus surpris que ce soit pour Aimé Idever Moani ou que Jean-Marie Michel nous courait plusieurs autres cas connus dans le pays. Mais la réaction des gouvernants a été très vive. Pourquoi cette fois-ci, ça semble poser des problèmes? Et nous disons sur ce problème, mais écoutez, la justice, elle est faite pour tout le monde. On ne peut pas avoir un pays qui a une justice à 2 vitesses. L'article 15 est clair, tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Donc il faut que la procédure soit suivie. Et je crois que l'article 15 est clair. Personne ne doit être favorisé ou défavorisé par rapport à son origine ethnique, familiale ou quoi, ni par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. C'est clair. Pourquoi ce qu'on a fait subir, pas subir, pourquoi la procédure qu'on a suivie pour Jean-Marie Michel Moukoko ou bien Aimé Idevel Mani n'est plus valable aujourd'hui? Non, ce n'est pas sérieux. Et c'est ça qui crée le malaise, c'est ça qui crée les frustrations et on devait en arriver. Maintenant, le deuxième aspect, avant de conclure sur cet aspect, j'ai fait une émission avec La Voix des Grands Lacs et j'ai été surpris des informations que l'animateur de cette émission m'a données, en disant que pour le Rwanda, au niveau du Rwanda, l'information qui est connue, c'est que les gouvernants congolais sont pris à la gorge par rapport aux problèmes financiers, qu'ils n'arrivent plus à payer les salaires, les pensions, les bouts des étudiants, et qu'ils ont pris des engagements au niveau du Rwanda, et qu'au niveau où ils sont arrivés, ils ne peuvent plus reculer. Mais les choses sont claires. Nous l'avons toujours dit depuis le début. Il y a un agenda caché dans cette affaire. Et que faisons-nous? Que faisons-nous?
C'est pour ça que nous disons que la bonne attitude sur cette affaire, c'est d'aller vers la transparence. Et cette transparence doit amener les gouvernants, s'ils ont pris des engagements financiers au Rwanda, de prendre les dispositions pour rembourser l'argent des Rwandais. Les Congolais veulent de la paix. Alors, quand ils écoutent cet animateur de la voix des Grands Lacs évoquer le fait que les Rwandais ont des prétentions sur le port de Pointe-Noire, que les Rwandais envisagent même de mettre en place un bataillon pour sécuriser leurs investissements ou leurs actions sur le Congo, mais nous disons que les gouvernants ne sont plus crédibles. Ils ne nous disent pas la vérité. La vérité, si nous l'obtenons, c'est du côté du Rwanda, comme nous l'avons eu à travers la recherche des titres fonciers par l'ambassadeur, comme nous l'avons eu à travers la chaîne de télévision rwandaise, comme nous l'avons eu à travers cet animateur. Et je suis sûr que ce qu'il a dit, ce qui m'a retenu, ce qui a retenu mon attention dans ce qu'il a déclaré, c'est qu'il semblait dire que les moyens, en fait, qui ont permis que le Congo, semble-t-il, puisse bénéficier d'un soutien du Rwanda, mais c'est des moyens qui proviennent de la vente du coltan, c'est des moyens qui proviennent de la vente de l'or et du diamant. Minerai que le Rwanda n'a pas, le sous-sol rwandais n'a pas ça. Ça veut dire que c'est des minéraux qui proviennent de la République démocratique du Congo. Et si nous tenons tant à nos relations excellentes avec la République démocratique du Congo, je crois qu'il faut que nous mettons fin à ce genre de situation. Maintenant, l'autre démarche, l'autre point que je vais aborder, c'est la démocratie. Mon attention a été retenue lorsque le président dit que la démocratie marche bien. Et j'ai souri, pourquoi? Parce que j'ai réagi non pas en homme politique, mais j'ai réagi en tant que statisticien. Et en tant que statisticien, je dois dire ceci au Congolais. Parce que les statisticiens, ils sont fortement attachés aux chiffres. L'indice de démocratie, calculé par The Economist, du Congo en 2023 est de 2,79 sur 10 et classe le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. C'est des chiffres, les statistiques, c'est des monstres froids, les chiffres, c'est des monstres froids. Et nous avons ça. Et à ce chiffre, j'ajoute un autre. L'indice de perception de la corruption du Congo en 2023 est de 22 sur 100, véritablement médiocre. Véritablement médiocre. Je lis cet indice au premier, pourquoi? Mais parce que si nous étions véritablement une démocratie, nous ne pouvions pas être aussi médiocres au niveau de la corruption et être parmi les pays les plus corrompus du monde, faisant partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Mais ce n'est pas tout. Pour aller dans cette démarche, au-delà, sortons des statistiques. Venons maintenant dans le monde politique. Le président Laurent Gbagbo a déclaré quoi? Le président Laurent Gbagbo a déclaré que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Nous devons réfléchir là-dessus. Allons à la déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso en novembre 1992. Lorsqu'il dit, j'insiste pour dire que jamais, 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 je n'accepterai que la Constitution soit violée. Si la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et terminons par la déclaration du président Denis Sassou Nguesso dans son message sur l'état de la nation en 2020, lorsqu'il a déclaré que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Maintenant, quand nous faisons le point, nous constatons quoi? Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine depuis 2002. Et comme le président Gbagbo l'a dit, qui ne respecte pas qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Posons-nous la question, est-ce que nous, acteurs politiques congolais et les gouvernants congolais, est-ce que nous sommes des démocrates? Mais tirons la conclusion de ce que, logique de ce que nous venons de dire. Et c'est ça qui doit nous faire réfléchir. Et c'est pour ça qu'assez souvent, nous disons que nous faisons des élections libres, démocratiques et transparentes, alors que ces élections, nous les faisons dans l'irrespect total des lois et règlements de la République et dans le déni de la démocratie. Je peux vous rappeler un fait
qui semble anodin, mais qui est très important. Prenez l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020 signé par le ministre Boulou, publiant la liste des partis pour l'année 2020, qui place le Parti congolais du travail en tête, alors que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Est-ce que nous sommes des démocrates? Je dis non. Et ça devrait nous amener à arrêter. Donc, il ne faut pas que les Congolais... Nous sommes dans la démocrature. Et je crois que nous devons en prendre conscience pour voir comment nous devons cheminer vers la démocratie, si tel est notre défi et si telle est notre ambition. Maintenant, le dernier point que je vais aborder avant d'aller à la conclusion, c'est la candidature en 2026 du président Denis Sassou Nguesso. La question lui a été posée et il a dit que la question n'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est la méthode qu'il utilise toujours. Elle n'est jamais à l'ordre du jour, mais en fait, elle cache quelque chose de plus profond. Le président Sassou veut être candidat en 2026. Pour une preuve, lors d'une mission en France, Colline Makossa a déclaré sur une chaîne de télévision étrangère, il avait d'ailleurs commencé à le déclarer sur une chaîne de télévision étrangère, qu'il travaillait pour que le président Denis Sassou Nguesso soit candidat en 2026. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ensuite, en janvier 2024, lors de la cérémonie de présentation des vœux au corps constitué, le colonel Makosso a pris la parole pour déclarer clairement que le président Sassou est un homme providentiel. Il nous a invités, nous autres, les chrétiens, à prier pour lui, tout ça, pour qu'il nous mène vers le développement, etc. Mais j'ai dit à Colline Makosso, d'abord, il faut que Colline Makosso sache que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Ensuite, je rappelle, le président de la République du Congo, selon la constitution du Congo, ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Le deuxième aspect, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. L'autre aspect, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, et conformément à la loi, notamment la loi relative aux partis politiques, le Parti congolais du travail aurait dû être sanctionné. Alors, et on est là, en fait, on essaye maintenant de tourner en rond, d'évoquer les problèmes de la concertation nationale qui pourrait avoir. En fait, tout ça, c'est maquillé pour essayer de le positionner. Mais cette fois-ci, ne venez pas nous dire qu'il a des projets achevés. Parce que si depuis 40 ans, il n'a pas achevé des projets, combien de temps il lui faut? Un siècle? Mais nous serons tous morts. Dans tous les autres pays, la démocratie sied bien avec la limitation des mandats. La démocratie sied bien avec l'alternance démocratique. Est-ce qu'on peut se réjouir de rester plus de 40 ans au pouvoir, de chercher à y rester, et surtout lorsque le bilan est celui que nous connaissons. Et aujourd'hui, le bilan est connu par tous les Congolais. Il n'est plus caché, il n'est plus clair, même s'il y a des gesticulations. On essaie de montrer qu'on a réglé le problème de la route Boudjevo, on essaie d'aller vers le pouvoir de pont, on essaie d'aller à point. Mais globalement, le président Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ont lamentablement échoué. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si ils ont l'amour pour ce pays, ils doivent œuvrer pour que nous allions à l'alternance démocratique, pour que nous allions à l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, pour que nous allions vers la bonne gouvernance et qu'on sorte assez souvent des petits trafics qu'on fait, etc., qui ne font que nous reculer et nous amener en arrière. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu apporter un certain nombre d'éclaircissements à cette interview qui évoque un certain nombre de problèmes, mais nous nous donnons rendez-vous. Je pense que nous aurons l'occasion d'intervenir puisque le président a dit qu'il rendra compte le moment venu. Oui, nous attendons qu'il rende compte. Nous attendons qu'il explique aux Congolais pourquoi il n'a jamais respecté la moindre constitution. Nous attendons qu'il explique aux Congolais pourquoi il n'a jamais déclaré son patrimoine. Nous attendons qu'il explique aux Congolais pourquoi ne pas avoir respecté la constitution après l'avoir changée, etc. Il y a beaucoup de problèmes. Nous l'attendons, nous voulons avoir des explications sur le fait pourquoi on protège les responsables des scandales et crimes économiques et financiers, ce qui enfonce les Congolais dans la misère. Donc, nous nous donnons rendez-vous et nous attendons qu'en ce moment, les débats soient véritablement lancés et nous sommes prêts pour avancer dans ces débats. Donc, chers téléspectateurs, voilà un peu
ce que j'ai voulu avoir comme échange. Mais en fait, ce n'est pas tellement des échanges. Je lance un débat parce que je ne dis pas que je détiens la vérité infuse, mais je vous donne ma vision sur un certain nombre de choses. Le résultat, c'est tellement de mes analyses que je fais. Et je dis, il faut que les Congolais sachent que le Congo se porte mal, très mal. Il faut que les Congolais sachent que nous ne sommes pas une démocratie. Il faut que nous sachions que nous sommes l'un des pays les plus corrompus du monde, faisant partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Et c'est à partir de cette prise de conscience que nous devons réfléchir et proposer, chercher à aller de l'avant en proposant aux Congolais des voies de sortie qui nous permettent de progresser et d'aller vers le progrès. Sinon, nous sommes en train de reculer. Donc, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous. Ça sera certainement le samedi 14 septembre 2024. Et entre-temps, je tiens à vous remercier pour votre aimable attention. Et je souhaite que nous nous retrouvons et que nous soyons fidèles à notre rendez-vous. Donc, à bientôt et à bientôt.